Épisode numéro 11 avec Vanessa Couvreur. Je suis Myriam, une blogueuse vivant en Suisse. Je crois que la conscience de soi, la sensibilisation et la reconnaissance sont trois clés d'une vie heureuse et accomplie. Chaque semaine, nous vous présentons des personnes inspirantes, suisses ou étrangères, espérant que leurs pensées vous ouvriront l'esprit et changeront votre vie. Aujourd'hui, Karen Levering présente Vanessa, fondatrice de Satya en Soi. Après un violent accident de la route, Vanessa a décidé d'enlever les filtres que notre société superpose à volonté sur nous. Elle s'était alors ouverte au monde, aux énergies et surtout à soi-même. Aujourd'hui, elle construit sa réalité, mais surtout, elle amène ses énergies dans la matière. Enfin, elle a su ce qu'elle était venue faire, s'aimer, répondre et communiquer sur cette nouvelle réalité qui est la nôtre. Son rôle est d'abattre les clichés encore trop présents et de permettre à tout un chacun de vivre en pleine conscience, dans l'abondance de la vie moderne et voir éclore cette vérité en eux. Cette interview est seulement en français et elle a été faite en collaboration avec moi, Alex, mari de Myriam. Alors, ne soyez pas surpris lorsque vous entendez ma voix. Et sans plus tarder, voici Vanessa de Satya en Soi. Bonjour Vanessa, comment ça va? Bonjour Myriam, très bien, et toi? Bien, merci. Je vais commencer avec la première question. Pouvez-vous nous raconter l'événement qui vous a amené à commencer Satya en Soi? Oui, bien sûr. C'est arrivé qu'en 2001, un grave accident de la route m'a fait conscientiser qu'il se passait quand même des choses, même si depuis toute petite, je communiquais beaucoup avec l'univers, avec mes guides, en leur posant des questions, en leur demandant de faire ceci ou cela pour moi. Et bien souvent, ça fonctionnait. Et donc, je me disais que j'avais beaucoup de chance jusqu'au jour où ce grave accident est arrivé. Et j'ai eu la conscience d'avoir été protégée, d'avoir pu me mettre sur le côté, prendre soin de moi. Donc, j'ai bien senti qu'on avait pris soin de moi aussi. Et donc, après ça, je me suis ouverte à plein de thérapeutes que j'ai rencontrés, au niveau énergétique, au niveau karmique, au niveau simplement aussi psychologique finalement. Et tout ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas la seule à avoir conscientisé toute cette richesse et cette énergie qu'on pouvait avoir autour de nous. Donc, je me suis formée petit à petit et j'ai utilisé toutes ces techniques de par moi-même aussi. Donc, c'est un peu, je suis autodidacte par rapport à ça. Ça vient comme ça. Et en aidant mon entourage et ma famille qui m'appelaient pour des petits bobos, pour des choses à soigner ou des vérités à entendre ou leur âme qui avait des choses à dire, que je pouvais avoir les informations. Donc, je me suis rendu compte que j'avais accès à une multitude d'informations et une richesse d'informations pour moi, mais pour les autres aussi. Et je me suis rendu compte, après 12 ans de carrière dans l'immobilier, donc très cartésien, très droit et très structuré, que j'ai tout fait et que je ne pouvais plus évoluer dans un monde qui restait aussi figé. J'ai vraiment eu le besoin d'aider les gens à évoluer leur conscience et à les aider dans leur connexion, eux, avec l'univers et dans leur évolution personnelle. J'avais vraiment besoin et envie de leur prendre la main parce que je me suis rendu compte que mon parcours n'avait pas été facile. Il a d'abord été long et puis il n'a pas été très évident non plus parce qu'on n'en parlait pas autant. Et puis, on pouvait parfois tomber sur des mauvaises personnes qui abusaient de ces techniques ou qui se disaient être et qui finalement ne faisaient pas ça pour les autres, mais faisaient ça pour faire des choses pour eux. Et donc, je me suis dit que si moi j'aidais les gens, j'allais pouvoir leur dire de pouvoir aller vers les bonnes personnes et faire des choses qui étaient intéressantes pour eux. Et donc, ça fait maintenant un peu plus d'1 an, j'ai eu mon 3e enfant. Et pendant mon congé de maternité et en accouchant de ma dernière petite qui s'appelle Charlie, je me suis dit c'est le moment, c'est l'instant. C'était une renaissance, c'était un enfant qui arrive. Et donc là, j'ai changé ma carrière à 100% et j'ai complètement arrêté l'immobilier
en créant Satya en soi, qui veut dire la vérité en soi, puisque on a tous nos propres vérités. Il n'y a pas une vérité absolue, et donc il n'y a pas quelqu'un et une personne qui va diriger un groupe vers une vérité absolue, puisque on a chacun la nôtre et on regarde chacun le monde par notre fenêtre. Donc voilà ma mission pour Satya en soi. Ce que je veux vraiment faire comprendre aux gens, c'est que je voudrais que chaque personne trouve sa vérité, que chaque personne sache communiquer justement avec son âme et sache où elle peut aller, et qu'elle puisse avoir accès à ses énergies, puisqu'on a tous accès à tout ce qui nous entoure. Au départ, j'avais créé Satya en soi, qui était décliné sous 5 déclinaisons. Et donc, il y avait ma première ambition était de faire Satya en voyage, parce que je voulais déconnecter les gens de leur réalité, qu'ils puissent se ressourcer dans un endroit raffiné qui n'est pas chez eux. Et là, on pouvait retrouver les énergies, travailler ensemble, comprendre ensemble pourquoi elles sont là, ce qu'on peut faire avec, comment on peut se recentrer sur soi-même d'abord. Et donc, c'était vraiment une introspection. C'est une introspection avec les énergies qui nous entourent aussi. Et dans un groupe qui est ouvert à ça, ben, on s'élève alors plus tous ensemble. Donc ça, c'était la première idée. Puis, j'ai voulu faire des brunchs et des apéros parce que beaucoup de gens commencent à s'éveiller. Et c'est pour ça qu'il faut être là maintenant pour leur prendre la main et pour leur montrer ce qu'il y a et pour pas qu'ils se perdent non plus, justement. Mais parfois, ils n'ont pas le courage, entre guillemets. J'aime pas appeler courage parce que c'est un mot un peu péjoratif, mais ils n'ont pas l'envie de faire le pas, de prendre un rendez-vous avec un thérapeute. Et donc, les brunchs et les apéros sont là pour ça, en se disant, on ne doit pas faire le pas de prendre un rendez-vous parce que pour prendre un rendez-vous, c'est qu'on ne va pas bien ou qu'il y a un problème, alors qu'on peut aller voir un thérapeute si tout va bien et s'il n'y a pas de problème, juste pour se reconnecter à soi-même. Et donc, les brunchs pouvaient permettre aux gens de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans ces croyances-là, qui avaient une conscience ouverte comme eux, et on pouvait échanger. Et il y avait des thérapeutes et des intervenants qui pouvaient être là aussi pour échanger leurs techniques et leur approche, puisqu'il y en a une multitude, il n'y a pas une seule vérité, comme je le disais précédemment. Et donc, les soins individuels sont arrivés après cela pour aider les gens justement qui ont peur à franchir le pas, pour les aider où on prend vraiment un temps pour ces personnes, pour elles. C'est vraiment un moment d'amour et d'échange avec l'amour et la lumière qu'on peut avoir autour de nous pour se centrer sur soi-même et justement surpasser nos peurs. Puisque les peurs dans l'humanité, dans l'incarnation humaine que nous sommes, les peurs ne sont que des obstacles et ne sont là que pour nous empêcher d'eux. Donc, on essaie de les effacer pour montrer justement tout le positif et tout ce qui peut arriver sans voir le sombre et ne voir que la lumière avec beaucoup de techniques que je ne peux pas expliquer comme ça, mais voilà, avec plein de techniques énergétiques et mentales aussi. Comment le concept de brunch ou apéro fonctionne? Par exemple, pour quelqu'un de timide, cela doit être difficile de partager avec d'autres personnes leurs problèmes. Eh bien justement, c'est pour ça que le modèle est brunch et apéro, parce qu'on ne prend pas la parole devant tout le monde, puisque ce n'est pas un séminaire où on est tous assis. C'est un brunch, et donc le brunch ou les apéros me permettent à moi d'avoir des apartés avec chaque personne, et eux, d'être dans une ambiance réconfortante. Et quand on fait une aparté, mais on commence à discuter ensemble, et déjà, ils ont à ce moment-là beaucoup de réponses à leurs questions. Et là, c'est un peu une perche tendue à se dire, OK, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie de prendre un rendez-vous ou pas? Parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie de me rencontrer, parce que j'ai envie de savoir ce que mon âme est venue faire et que je veux avoir un échange avec elle-même. Pensez-vous qu'il faut choisir un entraîneur ayant une formation en psychologie ou en psychiatrie? Je vous demande cela car certains enseignants croient que ces formations n'ajoutent qu'un filtre supplémentaire et qu'elles ne sont pas utiles au développement spirituel. Alors, je suis très prudente quand j'utilise le terme spirituel. Je ne l'utilise pas souvent parce que je me rends compte que ça fait peur aux gens. Et que moi, ce que j'explique, c'est que c'est une rencontre avec soi-même, avec les énergies qui nous entourent, et on appelle tout ça comme on veut. Et la psychologie ou la psychiatrie peut aider, mais on ne parle pas de la même chose. Un psychologue ou un psychiatre va travailler le mental, et donc le carrousel qu'on peut avoir et qu'on peut embarquer très vite, tandis que un thérapeute qui travaille plus sur les énergies, va travailler avec le cœur et avec le ressenti. Donc en fait, ce sont
deux choses complètement différentes. C'est comme dire, est-ce que un coiffeur peut être un thérapeute? Bien sûr, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas avoir de formation psychiatrique ou psychologique, je pense, puisque on est dans des sociétés où on écoute très fort le mental et on demande au cœur de se taire, alors qu'on vivrait bien tous beaucoup mieux si on écoutait plutôt le cœur que de laisser le mental nous parler. Est-ce difficile de demander aux clients de payer pour vos sessions? Alors oui, ça c'est une super question parce que je pense que c'est la difficulté de beaucoup de thérapeutes, mais elle a le mérite d'être posée parce que justement on est dans une nouvelle ère énergétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire des choses, on a besoin d'argent. Et donc, quelqu'un aujourd'hui qui fait du bien aux gens, un chanteur très connu ou une actrice va pouvoir demander des cachets et gagner très très bien sa vie. Elle fait du bien aux gens. Un thérapeute aujourd'hui qui fait du bien aux gens ne demande pas un cachet comme un acteur ou comme un chanteur. Et ça étonne souvent les gens. Pourtant, ils font du bien aux gens aussi. Donc, et dans les nouvelles énergies aujourd'hui, alors c'était il y a très longtemps, dans l'ancienne ère énergétique, on faisait vœu de pauvreté, on faisait vœu d'utiliser nos dons gratuitement. Alors déjà le mot don, c'est un peu difficile, c'est pas un don, c'est un talent peut-être, mais pas un don, puisque tout le monde a accès à ça et peut le faire. Alors maintenant, personne n'est étonné de payer son médecin quand il a mal à la gorge. Personne n'est étonné de payer une caissière qui travaille au supermarché parce que finalement elle fait ça pour gagner sa vie, parce qu'elle en a besoin. Eh bien, un thérapeute, il est là aussi pour aider les gens et pour les soigner. Et donc, c'est une difficulté du thérapeute, mais qui se soigne. Et dans l'énergie aujourd'hui, je veux vraiment affirmer ça pour les gens et de manière positive. C'est normal d'être rémunéré dans la nouvelle ère énergétique pour travailler sur les énergies et pour donner ça aux autres. Alors, on peut aussi travailler par don, par échange, peu importe, mais dans l'énergie, c'est pas bon si on ne se fait pas payer pour ce qu'on fait. Ça fait des dettes karmiques aussi pour d'autres vies. Donc, il faut le faire. Alors, il faut faire payer ces séances. Par contre, moi, je fais payer mes séances, mais je ne veux pas empêcher quelqu'un qui n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est-à-dire que j'ai parfois des gens qui m'appellent, qui n'ont pas les moyens de payer une séance. C'est pas grave, je les prends, ils me donnent ce qu'ils veulent, ils me donnent ce qu'ils savent. Mais c'est normal de se faire payer et c'est normal de donner accès à tous aussi à ce genre de soins. Voilà. Vanessa, pourquoi est-il important qu'il y ait un échange? Alors c'est très important parce qu'on travaille, tout n'est qu'énergie. Et il faut savoir que l'argent, c'est aussi une énergie. C'est quelque chose qui nous permet de. Et donc en fait, on ne crée pas l'énergie. L'énergie, elle est autour de nous, elle est en nous, elle est partout. Et donc on fait des transferts d'énergie. Quand on travaille avec les énergies, et puis tout, la vie n'est qu'un transfert d'énergie. Donc ça veut dire que si je fais un soin à quelqu'un qui ne me paye pas même 1 franc ou 5 francs, il n'y a pas un échange. Donc ça veut dire que j'ai envoyé une énergie qui ne m'est pas revenue. Ça veut dire que cette personne a une dette envers moi énergétique qui peut s'impacter sur d'autres vies plus tard. Le karma, c'est positif et négatif, c'est les deux. Donc c'est moi qui ai envoyé de l'énergie sans rien avoir en retour, je suis fautif de ça, et celui qui a accepté l'énergie sans donner autre chose en retour est fautif de ça aussi. Donc l'échange est vraiment dans les deux sens. Peu importe la valeur de l'échange, il faut un échange. L'échange, c'est le transfert de A à B, de B à A. Donc ça veut dire que si on a un dégagement d'énergie vers quelqu'un, il faut avoir un dégagement d'énergie vers nous. L'énergie, on ne fait que la déplacer. On ne la crée pas. Devons-nous nous sentir désolés pour une amie qui se trouve dans une pire situation que la nôtre? Devons-nous l'aider? Alors, on a toujours tendance à vouloir mettre une casquette de sauveur et personne n'est venu ici pour sauver qui que ce soit. Donc, on croit toujours que les âmes sont là pour sauver d'autres personnes et en fait, les âmes sont là pour aider d'autres personnes, mais jamais pour les sauver. On se sauve soi-même, on n'est pas là pour sauver qui que ce soit, ni vous ni moi, personne d'ailleurs. On est là pour les aider à faire tout ça et à évoluer. Il faut jamais oublier non plus que
plaindre les autres, c'est pas leur rendre service, c'est les appauvrir encore plus et c'est leur rendre la misère de leur vie encore plus grande parce que chaque être humain, lors de son incarnation, a choisi ce qu'il allait vivre. Donc ça veut dire que avant de venir jouer sur la terre, on a tous décidé, on a tous choisi de dire ok, moi je suis capable de vivre ça, ok, moi je vais jouer à ça, oui, ok, c'est bon pour moi. Et donc ça réconforte dans le fait de plaindre les autres, c'est n'oublie pas qu'il a choisi de vivre ça. C'est son chemin, c'est lui qui doit le faire. Donc c'est très important de rendre à César ce qui est à César. Et l'autre chose, c'est que quand on dit je plains l'autre personne, le pouvoir du mot est tellement important. Donc derrière le je, tout ce qu'on met est très important. Donc moi, par exemple, quand j'ai un de mes enfants qui est malade, j'envoie un message à une copine en disant je peux pas venir, ma fille est malade. Elle me dit oh la pauvre. Tout de suite, je la rappelle en disant non, gomme ça, tu peux pas dire la pauvre parce que ça va l'appauvrir encore plus. Donc le pouvoir du mot après le jeu est hyper important et c'est ça aussi quand on a les autres autour de nous à toujours avoir, ça c'est dans les 4 accords Toltec, la parole positive et ne rien prendre personnellement. Parce que pour vous, la vie de l'autre que vous plaignez peut être difficile, mais vous n'êtes pas à sa place et vous ne savez pas comment elle vit cette situation. Donc ne jamais se mettre à la place des autres, avoir la parole positive tout le temps, puisque la parole négative peut être mauvaise pour vous et pour les autres. C'est dans les 4 accords Toltec que je vous conseille de lire aussi comme bouquin. D'accord. Comment dois-je agir vis-à-vis d'une amie qui n'arrête pas de se plaindre ? Alors tout ça dépend de si on doit réagir en tant qu'ami ou en tant que thérapeute, parce que en tant qu'ami, nous les femmes, on aime quand même se plaindre et on peut comprendre l'autre en disant oui je te comprends et c'est vrai que c'est difficile, etc. Parce que n'oublions pas que nous on cherche ça aussi quand on voit nos amis, c'est de se plaindre à deux, ça fait aussi du bien. Maintenant, c'est vrai que pour sortir de ça, c'est relativiser tout et avec les connaissances qu'on a et les choses qu'on a maintenant, à savoir qu'on a choisi de vivre ça, à savoir que la parole a un très grand pouvoir, à savoir que l'univers nous aide constamment, que nos guides sont là pour nous. À partir du moment où on s'est ouvert à soi-même et on s'est ouvert à son âme, notre âme c'est notre meilleur ami, c'est notre meilleur allié pour tout. Donc on peut lui faire confiance pour tout et elle ne va jamais nous emmener dans du mauvais. D'où l'importance de pouvoir communiquer avec son âme et sentir ce qu'il faut faire ou ce qui est bon pour nous de faire dans chaque situation de notre vie. Vous avez mentionné un guide. Comment puis-je entrer en contact avec mon guide? Se connecter avec son guide, ça tient en partage justement, qui sont des journées initiatiques, 2 journées. Ça permet, grâce à des protocoles, d'ouvrir ses énergies, de lever les filtres mentaux et par la méditation aussi, de faire une introspection et une connexion avec les guides qui nous entourent et notre guide aussi. En quoi consiste la communication consciente avec les enfants? Alors ça, c'est un système binaire, donc c'est vraiment des réponses par oui ou par non par les bébés et les enfants aussi, avec leur moi profond. Donc ça veut dire que, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous on a beaucoup de filtres et notre mental, notre éducation est venue mettre beaucoup de filtres sur comment on doit être, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit manger, etc. Les bébés naissent avec ces filtres qui sont pas encore fixés et donc ils sentent beaucoup plus de choses et on peut discuter du coup avec leur moi profond en posant les questions simplement par oui ou par non, en testant même avec le test kinésiologique ou avec des baguettes de sourcier ou avec un code qu'on a établi avec les enfants. Donc comme ils n'ont pas de moyen d'expression, un enfant peut pleurer pour exprimer une joie, une peine, un manque, pour exprimer toutes les émotions qu'on peut sentir. Il va pleurer pour le dégager. Et donc c'est pas parce que notre bébé pleure qu'il est inconfortable ou quoi que ce soit, il peut juste vouloir exprimer qu'il a passé un bon moment avec son papa cet après-midi ou qu'il est content que ce soit maman qui soit allé chercher à la crèche ou qu'il occupe à boire son biberon avec maman, il le boit pas, c'est parce qu'en fait il a envie de le boire avec papa et pas avec maman. Donc voilà, les enfants peuvent exprimer tout ça et on peut discuter avec eux avec un système binaire qu'on peut proposer en séance, mais que les parents peuvent faire eux-mêmes aussi une fois qu'ils se sont connectés avec leur âme et leur guide. En fait,
une fois qu'ils sont connectés à eux-mêmes et qu'ils ont une confiance absolue dans ce qu'il se passe dans ces moments-là. C'est une confiance, c'est le plus important pour pouvoir avoir des échanges comme ça avec un bébé. Parfois, je pense que ma fille est en train de faire une crise. Est-ce possible déjà à 15 mois? Alors, je pense que les enfants sont dans la vérité. 15 mois, c'est l'âge de ma dernière aussi. Je pense que s'il y a des choses, ils vont plutôt exprimer un sentiment qui pour nous peut être anodin et on peut se dire il fait du drame pour quelque chose qui n'est pas grave, mais pour eux, dans leur petit être à eux, c'est quelque chose de grave et donc ça vaut la peine de faire ça vaut la peine de faire du drame. Mais je ne dis pas que des enfants ne font pas du show. Évidemment qu'ils font du show parce qu'ils savent comment ça fonctionne aussi. Ils apprennent à nous connaître et de fait, ils savent que s'ils exagèrent un peu, on va réagir plus vite ou plus fort ou moins fort. Comment j'arrive à faire la différence? Mais justement, c'est dans le ressenti qu'on voit les différences. Et c'est pour ça que des formations de Satya en partage sont intéressantes puisque ça nous aide à vivre au quotidien avec notre ressenti pour toutes les choses de la vie. Et sincèrement, communiquer avec son âme, c'est vraiment vivre avec son ressenti au quotidien pour savoir si j'achète des pommes vertes ou des pommes rouges, pour savoir si mon enfant me fait une crise qui est du chaud ou pas du chaud, pour savoir si je mets des chaussures à talons de chaussures plates. Ça nous aide pour tout le temps, pour des bêtises et pour des choses plus existentielles aussi, à savoir est-ce que je suis bien, est-ce que je suis sur mon chemin de vie, est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais, est-ce que j'ai envie de changer, voilà. Donc c'est vivre avec le ressenti, ça nous aide pour tout. Comment vous arrivez à être indépendante ayant 3 enfants? Eh bien justement parce que je vis avec mon ressenti et je fais ça tout le temps. Donc ça veut dire qu'on a nos journées sont rythmées avec déposer les enfants à l'école, etc. Mais moi je vis... Je travaille comme je le sens. Si je sens que c'est OK que je prenne quelqu'un ou pas, j'ai le libre choix de dire si c'est OK ou pas OK. J'agence mon temps comme je veux. Donc, pour moi, c'était important dans mon choix de vie aussi de ne pas être victime de son travail et de vraiment réaliser et construire sa vie soi-même. Et c'est grâce à mon ressenti que je le fais au quotidien. Du coup... les choses, le temps, c'est quelque chose d'humain aussi. C'est l'humain qui a créé le temps. Donc, je pense que quand on vit comme ça, les choses se font parce qu'elles doivent se faire et tout est juste et tout est OK. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur l'initiation que vous allez faire à Genève? Oui, bien sûr. Donc ça, ce sont les 2 journées initiatiques. C'est toujours 16 heures, c'est 2 fois 8 heures. C'est 2 journées qui se suivent, qui se passent, j'en fais en Belgique et donc là maintenant à Genève fin octobre, les 20 et 21 octobre. Et donc ce sont les journées pour se connecter à son âme et à ses ressentis. Donc au bout de l'initiation, eh bien, on peut utiliser les énergies au quotidien et ressentir ce qui est bon pour nous et pas bon pour nous grâce à du travail en groupe, 2 par 2, à des méditations guidées. Donc voilà, tout ça est regroupé sur 2 jours pour mieux vivre sa vie au quotidien avec son ressenti. Quel livre recommanderiez-vous à nos auditeurs? Alors, dans les inspirations et dans les lectures, il y a les 4 accords Toltec que je propose aux gens de lire et de relire parce que souvent on s'y éloigne et puis faut le relire pour se rapprocher de ça. Dans les lectures intéressantes, il y a La prophétie des Andes qui était un bouquin aussi très intéressant pour comprendre les énergies. Vanessa, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vais laisser sur mon blog le lien à votre site internet ainsi qu'au livre que vous nous avez recommandé. Y a-t-il encore quelque chose que vous souhaitez partager avec nos auditeurs? Merci d'abord à toi d'avoir pu faire un petit stop et une petite explication sur Satya en soi, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis remercier tous ceux qui prendront la peine de prendre leur téléphone ou qui s'ouvrent à ça. Je leur dis merci et puis je pense que c'est leur âme qui les remercie eux aussi de faire cela. Voilà. Si vous aimez notre émission, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou iTunes afin que nous puissions inspirer davantage de personnes. Merci de nous avoir écoutés et passez une merveilleuse journée.